Bienvenue à toutes et tous à cet atelier, émerveillement à la nature et bien-être des enfants et des adultes. Ce soir, c'est La Belle Vie qui vous accueille dans le cadre du Festival de l'Apprendre. J'ai Claire à mes côtés et moi, je suis Pauline. On travaille toutes les deux chez La Belle Vie. Et on accueille ce soir plusieurs invités qu'on va vous présenter. Mais tout d'abord, je voulais vous partager les petites règles pour ces 2 heures à venir. Donc voilà, renommez-vous avec votre prénom et votre localisation si vous arrivez à le faire en cliquant sur les 3 petits points. Si vous avez de la connexion, une bonne connexion, allumez votre caméra, ce sera toujours plus sympa de mettre un visage plus prénom. Éteignez votre micro si vous ne parlez pas ou s'il y a du bruit autour de vous. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace chat et discussion pour poser vos questions et partager vos remarques. Donc, je vais laisser Claire vous parler du programme de ce soir et de qui en est La Belle Vie et pourquoi cet atelier ce soir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien là? Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Claire Grolot. Je suis la fondatrice et présidente de l'association La Belle Vie qui a été fondée en 2009. Et en fait, cette association a été créée face au constat des enjeux environnementaux que nous vivons. Et puis, elle a été créée parce que, sur un constat personnel aussi, moi j'ai une formation de toxicologue de l'environnement et microbiologiste et j'ai fait un court passage dans l'industrie chimique. Et puis, à mes 30 ans, en fait, j'ai décidé de changer de métier, de changer de voie et de me consacrer à l'éducation à l'environnement et à transmettre un message qui me paraissait urgent, qui était celui de la transition sociétale et la transition environnementale. Et puis, je comptais vraiment m'adresser aux adultes. J'avais pas nécessairement l'idée de m'adresser aux jeunes enfants, ou en tout cas au monde de la petite enfance. Et puis, c'est en ayant un enfant que j'ai découvert le monde de la petite enfance. Aujourd'hui, La Belle Vie accompagne à la transition écologique et sociale les lieux de vie collective, notamment les crèches, mais aussi les centres de loisirs et les assistants maternels. Et on espère que ces lieux que nous accompagnons soient des sources d'inspiration pour la transformation de notre société. Voilà. Alors moi, je voulais donc revenir sur mon approche personnelle qui est complètement liée au projet de La Belle Vie, et je crois aussi beaucoup qu'il est important de mettre nos tripes dans ce que nous faisons, donc de relier la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Donc, je ne vais pas hésiter ce soir à parler, et je crois que nos invités vont faire de même, à parler de moi-même. Et donc, moi, ce que m'a apporté l'arrivée de mon premier enfant, c'est finalement des souvenirs d'enfance et une reconnexion à des choses essentielles comme les matières naturelles. En rencontrant le monde de la petite enfance, j'ai vraiment été très étonnée de voir le monde de la petite enfance professionnelle ou dans les sphères des familles, de voir que la nature était synonyme de danger, synonyme de risque, plutôt que synonyme d'émerveillement. Donc, ça a été une très grande surprise pour moi de voir que la terre était un poison éventuel, que le bâton était quelque chose pour crever un œil, qu'un caillou était censé faire un trou dans la tête avant d'être une matière fraîche et agréable et douce à caresser, que le bâton pouvait permettre d'aller découvrir des tas de choses sous les feuilles ou de s'aider à marcher. Enfin, j'étais vraiment étonnée de voir que finalement, toutes les matières naturelles et tous les objets de la nature et tout le vivant était avant tout vu comme un risque et plutôt qu'une source d'émerveillement. Donc, étant moi-même de formation microbiologiste et puis toxicologue, je sais qu'il y a des risques qui existent aussi dans la vie que l'humain a constituée autour des jeunes enfants. Et donc, j'ai vu vraiment une incohérence en fait. Et pour moi, naturellement, en tant que maman, le risque était ailleurs.
Donc, je laissais mon petit garçon, Pablo, au contact du vivant et au contact de la matière. Et souvent, je dis, je le laissais les fesses dans la terre. Nous habitions en appartement, mais dans une ville formidable que j'aime beaucoup, qui est Marseille, et qui laisse des espaces naturels à disposition de la population. Et donc, j'avais vraiment l'habitude d'aller au bord de la mer, dans des parcs, dans les collines avec lui. Et il avait le droit de toucher le chêne kermès, qui est ce petit chêne qui pique, évidemment le romarin, le thym, les cailloux, la glaise, l'argile qui est très connue dans notre région, alors que beaucoup d'autres enfants, je voyais des familles qui disaient « touche pas les algues, c'est sale, ne mets pas la terre à la bouche ». Voilà, je trouvais que c'était finalement incohérent et que c'était priver les jeunes enfants de sources de contact spontané. Je n'avais pas élaboré sur le sujet à l'époque, mais mon instinct me disait qu'il y avait un dysfonctionnement dans cette façon d'éloigner les enfants de la nature. Et puis, mes souvenirs, en fait, mon instinct était nourri des souvenirs que j'avais. Je ne suis pas d'une famille d'écolos. Je ne suis pas d'une famille qui m'a fait vivre au milieu de la nature. J'ai pas vécu dans une ferme. Je n'ai pas vécu dans des champs. Mais je suis née à Marseille, donc dans le même contexte que mon enfant, et donc j'avais eu l'occasion de vivre ces moments de mer Méditerranée, ces moments. Il y a une rivière que j'adore dans le sud de la France qui s'appelle la Durance, et donc en fait avec Pablo et en revivant tous ces instants avec Pablo, les instants que je vivais avec lui m'ont permis de me reconnecter à mes plus vieux souvenirs de nature. Et donc, j'en ai un à vous raconter qui est les feuilles de Posidonie. Donc, autour de la Méditerranée, il y a une algue, en fait, donc on va faire un peu de biologie, qui est même une plante à fleurs, qui s'appelle la Posidonie, et qui pousse en mer Méditerranée. On appelle ça les prairies de Posidonie, on appelle ça les herbiers, et elle abrite une faune et une flore incroyables. À tout un écosystème fragile. Et bien, quand cette plante perd ses feuilles, ça fait ce qu'on imagine être des algues qui n'en sont pas, mais faisons ce raccourci, c'est pas gênant. Donc, ces feuilles là, marron qu'on retrouve sur le bord de la plage et qui collent aux pieds et qui font même parfois toute une surface au bord de la mer. Et donc, ces petites feuilles-là se collaient à mes mollets quand j'étais enfant. Et puis après, évidemment, je m'en souciais pas. Et le soir, en fait, quand on prenait une douche ou qu'on quittait la mer, ça faisait mal, le fait de les décoller. Ça faisait une sensation que j'ai connue plus tard, comme une épilation. Ça tirait la peau comme ça. Et j'en garde ce souvenir et j'éprouve un certain plaisir, même adulte maintenant, à revivre cette sensation des feuilles de Posidonie collées sur mon mollet, que j'aime bien laisser sécher pour les enlever après. Donc voilà un de mes plus vieux souvenirs de nature. Et donc, voilà ce que j'ai vécu et finalement ce pourquoi la belle vie existe et qui ensuite a généré des programmes d'accompagnement des lieux de vie et des lieux de vie de la petite enfance en premier lieu. Voilà. Donc voilà pour une introduction. Ce que nous allons également vous proposer ce soir, c'est de vous reconnecter à de beaux souvenirs. Donc, dans une première partie, on va découvrir avec nos invités que je laisserai se présenter, mais que je vais nommer Bernadette, Vincent et Frédéric. Et puis ensuite, on va échanger tous les quatre sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis ensuite, on va partager sur un programme, on va échanger avec vous et puis vous donner des propositions de passage à l'action sur la question de l'émerveillement et du contact des enfants avec la nature. Voilà. Donc, je vous ai partagé mon premier souvenir de nature qui a été à l'origine
de la création de la belle vie et qui est à l'origine de la plupart des programmes que nous menons aujourd'hui. Et puis, pour faire un petit tour de table un peu différent, je vous propose de lancer la balle à Bernadette Moussy, qui est jardinière d'enfants, éducatrice de jeunes enfants, et lui demander, Bernadette, c'est quoi, toi, ton plus vieux souvenir de nature ? Bernadette, on ne t'entend pas. Il faut que tu remettes ton micro. Ah, tous ces boutons sur lesquels il faut appuyer. Bon, alors, bonsoir. Je crois qu'en parlant de souvenirs d'enfance, il me semble qu'avec les premiers souvenirs de Claire, vous avez commencé à évoquer les vôtres. Alors moi, je prends la place en marchant dans quelque chose aussi. C'était des crottes de poule, encore tièdes. Et j'ai une sensation vraiment très agréable parce que pour moi, ça signifie les vacances dans une ancienne ferme que mes parents avaient achetée parce qu'ils avaient 6 enfants et qu'on ne voulait plus de notre famille nulle part. Et c'était une ferme où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau courante et il y avait quand même un peu d'électricité. C'était du 110 volts à ce moment-là. On devait faire attention à ne pas trop consommer de trop. Et alors, quand j'arrivais, il y avait un poulailler. J'allais voir les poules qui me faisaient cadeau, n'est-ce pas, de quelques bons œufs de temps en temps. Et puis, j'ai marché dans les crottes de poules avec un certain délice. Voilà. Je me souviens cette tiédeur, cette douceur, probablement de l'odeur, là, qui ne me vient pas tout de suite, mais bon. J'ai un autre souvenir. Alors là, c'est plus cosmique. C'est le soir, pendant les vacances, on voulait savoir quel temps il allait faire le lendemain. Alors, on allait regarder à l'ouest. Alors, vous voyez déjà, je devais apprendre où était l'ouest et le reste. Et on allait voir s'il y avait des nuages et s'il allait faire beau demain, si le ciel était clair, ou bien s'il il y avait des nuages. Je ne sais pas si c'était vrai en météo scientifique, mais bon, c'était notre décision. Et là, j'ai assisté à des couchers de soleil extraordinairement beaux, subtils. Hein. Bon, vous voyez dans les roses, dans les beiges, dans les bleus, avec le dernier ciel bleu qui termine. Et puis, j'étais toujours accompagnée. Et maintenant, quand je regarde un coucher de soleil, je suis toujours accompagnée, même quand je suis seule. Et je crois que c'est ça la beauté, et la beauté que l'on partage, parce que je crois que c'est important de partager la beauté. Eh bien, quand on l'a partagée une fois, on n'est plus jamais seul, surtout quand on regarde des situations similaires. Voilà les 2 bons souvenirs, j'en ai d'autres, hein. La cueillette des girolles, là, ces petits champignons, vous savez, en forme de trompette. Alors, on les cueille, on les épluche, on les mange en omelette avec un petit peu d'herbe, un petit peu d'ail, puis on les partage. Vous vous rendez compte? On va de la nature au partage, là aussi. Voilà, j'arrête là parce que je sens que... Ben, écoute, je pense que je peux passer la parole à Frédéric, s'il veut bien prendre la suite. Oui, Frédéric. Je suis là, bonsoir tout le monde. Voilà. Mes premiers souvenirs de nature, j'ai eu la chance de grandir jusqu'à mes 8 ans dans une nature à l'ancienne en Basse-Normandie. Et mes premiers souvenirs de nature, c'était rentrer dans la ferme qui était en face de notre maison. Et l'odeur du tas de fumier au milieu de la cour de la ferme. Bien sûr, il y avait élevage, agriculture, etc. Et aller chercher le lait avec ma petite canne à lait en aluminium
auprès du fermier qui était en train de traire. Voilà. Donc, ça m'a toujours étonné. Il y avait le caca des vaches et le pipi des vaches par terre au milieu du fumier, et puis le lait crémeux, moussu, blanc, pur, qui avait une odeur et un goût extraordinaire. Voilà. Autre souvenir, c'est me promener dans les petits chemins entre les prés où paissaient les vaches, et surtout on évitait d'aller dans le pré où il y avait le taureau. Voilà, je réalisais pas tous les noisetiers, tous les petits arbustes qui étaient là. J'y suis retourné il y a quelques années, tout est goudronné maintenant, c'est magnifique. Mais à finir par aller pêcher à la main, je devais avoir 6, 7, 8 ans dans la rivière, en remontant le courant et en fouillant dans les trous, surmonter sa peur pour aller chercher dans les trous, derrière les pierres, sous les racines, s'il n'y avait pas des truites coincées, quoi. Voilà, mes souvenirs de nature. Et bon, après 8 ans, je suis arrivé en ville. C'est une acculturation complète. Je passe la parole à Vincent. Bonjour. Moi, pour jouer le jeu des premiers souvenirs de nature, moi, j'ai un souvenir qui est en fait un souvenir de vie désespérant. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Bernadette, c'est très important de tenir une main qu'on aime pour goûter la beauté des choses. Et moi, j'avais été enlevée à ma mère très jeune, et j'étais dans un désespoir total. Et je me souviens d'avoir marché dans un champ qui était labouré, ou en tout cas qui était vide de sens, abîmé. J'avais l'impression que la nature était... En regardant ce souvenir, j'ai l'impression que la nature était aussi abîmée que moi, et aussi dans un vide désespérant. Plus tard, quand j'ai pu fuir un peu le domicile dans lequel j'habitais, je me suis réfugié dans la campagne. Avec mon vélo, je me taillais la route, quoi, et j'allais très loin. Et là, c'était encore un espace de bocage, hein, et donc avec cette joie finalement d'être libre quand on fuit, quand on fuit la barbarie cynique des adultes. Voilà. Oui, je vais reprendre la parole, Frédéric, parce que c'était moi qui allait chercher du lait avec mon petit bidon en aluminium. Et moi aussi, j'ai marché dans de la bouse de vache, et l'odeur. Et puis l'odeur de la cave où la fermière faisait le beurre. Et c'était incroyable la propreté qu'il y avait dans cette cave. Je crois, Claire, que tu n'es pas contre, comment dirais-je, les bactéries. Il y en avait sûrement, mais il y avait les bonnes. Je ne sais pas s'il faut des bactéries pour transformer le lait en crème. Enfin, je ne sais pas. Enfin, non, ça se fait. Et pour moi, c'était un miracle. Voilà. C'était le miracle des transformations que la nature nous apporte. Et puis, la traite, j'ai appris à traire, je ne sais pas, Frédéric, j'ai encore la sensation du pied de vache. Puis un jour, ben voilà, ils se sont mécanisés. Ils ont mis des étiquettes aux oreilles des vaches, mais c'était des amis, les cultivateurs, qui étaient en face de notre ferme, pas loin de chez nous. Et je me souviens quand même, tous les soirs à 5 heures, quel qu'il en soit, c'était les vaches qui commandaient. Il fallait rentrer. Il fallait rentrer pour les traire. J'ai eu aussi peur d'un gros pot de vaches qui arrivait vers moi. Comme ça, là, je me suis sauvée à toute vitesse. Il paraît qu'elles pensaient qu'on venait les chercher. Je ne sais pas ce que j'en aurais fait. Voilà. Et puis... On allait les chercher dans les prés pour les ramener à l'étable, à la traite. Voilà, et puis la peur du taureau, et puis, oh là là, oui, c'est la force. Parce que je crois que la rencontre avec la nature, tu l'as dit au début, Claire, c'est aussi la peur. Je pense à
un petit garçon de 2 ans et demi à 4 pattes en train de regarder les coccinelles. Puis à un moment donné, il se lève et il se dit « Oh, les coccinelles, j'ai peur, j'ai peur. » C'est-à-dire qu'il pouvait passer d'un moment de voir courir ces petites bêtes-là, et puis d'un seul coup, elles vont avoir peur. Et puis personne parmi vous a peur des araignées, c'est bien connu. Pourtant, elles ne sont pas grosses. Il n'y en a que 4 sortes typiques dans le monde entier. Alors tout de suite, on y pense. Elles ne sont pas grosses, elles ont des petites pattes. Pourquoi elles font peur? J'en sais rien. Il y a tous nos fantasmes par rapport à la nature, là. Et ceux qui ont été construits Ouais. par la culture télévisuelle, cinématographique, etc., quoi. Et les contes aussi. Oui, j'allais le dire. Oui. Ah, oui. Je crois que c'est surtout l'ignorance, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, sur l'exemple des odeurs, tu vois, par exemple, je raconte toujours ce truc-là. Moi, dans mes spectacles, je mets toujours des odeurs. Et un jour, dans une salle de spectacle, j'avais mis une odeur d'orange. Et il y a un enfant qui rentre et qui me dit « Ah, ça pue ici ». Et je lui dis bah, « T'es sûr que ça pue ?» Il me dit « Ouais, ça pue, ça pue. » Et puis après, je lui dis « Mais tu trouves pas que ça sent l'orange ?» Et il me dit « Ah ouais, ça sent l'orange. Et est-ce que ça pue l'orange ?» Ah bah non, ça pue pas l'orange. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on se rend compte que pourquoi ça puait, parce qu'en en fait, il ne le connaissait pas, il ne le reconnaissait pas. Et à partir du moment où il commence à le reconnaître, il sait que c'est bon. Et c'est la même chose pour tout, c'est-à-dire que sur les insectes, hein, l'absence totale de contact avec les insectes hein, de la génération qui est la nôtre aujourd'hui fait qu'il y a un nombre incroyable de parents qui ont une phobie des insectes. Moi, en travaillant avec des insectes sur scène, je me rends compte qu'il y a au moins, et je suis vraiment gentil, au moins un tiers des gens qui ont des phobies des insectes. Mais c'est parce qu'en fait, on a une telle extinction de l'expérience de nature qu'en fait, on a perdu l'habitude d'être en contact avec les insectes. À partir du moment… Alors, j'ai envie de te raconter une petite histoire, j'espère que je ne prends pas trop la parole, mais je me souviens, on fait des accueils artistiques en forêt. Et il y a un petit garçon qui, lui, était très, très craintif. Et avec sa maman… moi, j'ai mis beaucoup de temps à avoir une relation avec lui, mais j'avais trouvé le truc à un moment donné. Je me suis rendu compte que le petit garçon, lui, il était… il y a une petite coccinelle qui vient. Oui. Merci. Le petit garçon, lui, il était hyper attentif aux petits insectes. Et du coup, grâce à l'insecte, j'ai pu rentrer en contact avec lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la maman, elle était phobique des insectes. Et pour le coup, mais elle avait envie que son enfant s'ouvre au monde, elle voyait qu'il y avait une relation qui se faisait avec l'insecte, donc elle essayait d'accompagner son enfant tout en ayant peur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une inversion de la relation. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui a commencé à apprendre à sa maman à ne plus avoir peur des insectes. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je crois qu'il y a 2 nœuds dans la transmission culturelle. Il y a effectivement l'endroit où l'enfant il va s'initier à la culture des adultes, mais au moment où les parents ou la maman est en train de faire une communication de sa culture à l'enfant, à ce moment-là, elle remet complètement en question sa culture et là, on peut retravailler sur la renaturation, en fait, sur justement faire tomber des phobies, par exemple, d'insectes. Et j'ai l'impression que tout à l'heure, tu parlais, Claire, de la peur. Moi, je finis par me demander, même si on n'est pas arrivé dans une civilisation qui a une phobie du vivant. Et puis seulement de la nature, mais du vivant dans son ensemble. Bien sûr, le problème, c'est que pour des raisons fallacieuses à mon idée, on s'est éloigné de la nature parce qu'elle était source de danger pour une certaine pour une certaine partie de la population qui a un état d'esprit qui, bon, depuis longtemps, hein, l'homme s'abrite des orages, des tempêtes, et effectivement, il y a beaucoup de dieux qui incarnent des situations climatiques et qui, quand ils sont en colère,
font des perturbations climatiques selon ses croyances. Mais quand même, la société du XXe siècle, en fait, est justement la peur du microbe, qui est cet étranger microscopique, a vraiment suscité un éloignement de la nature. Et donc, l'inconnu fait peur. Mais l'inconnu animal, l'inconnu insecte, l'inconnu micro-organisme, l'inconnu étranger, la personne d'une culture différente inquiète. Et ça nous amène à des endroits où on n'a pas envie d'aller du tout, d'avoir peur de l'autre comme ça. Donc, moi, ça me fait plaisir d'entendre vos témoignages. Et effectivement, cette peur liée à la méconnaissance, c'est exactement ce contre quoi on se bat chez La Belle Vie. Et si on peut permettre aux jeunes enfants très tôt de se connecter pour éviter d'avoir peur, ça leur fera du bien. Et effectivement, on parie que ça va faire du bien aux adultes qui sont autour. C'est ce que tu dis, Vincent, hein. Et c'est sympa de se dire que l'insecte est un médiateur entre toi et la maman, toi et l'enfant. C'est génial. Une fois pour toutes, l'homme fait partie de la nature. Et oui. Mais comme on en a eu peur depuis très longtemps, hein, depuis Aristote, il faut la dominer parce qu'on en a peur. Et il faut vraiment, avec les tout petits, on a cette chance-là de pouvoir banaliser le contact avec les insectes, les vers de terre, vraiment la nature banale du sol, les fourmis, etc. Et d'apprendre à maîtriser sa peur en connaissant, en maîtrisant, en voyant que c'est pas dangereux, en voyant que c'est pas méchant, que ça mord pas, etc. quoi. Il y a une chose qui m'a frappé, Vincent, dans ton exemple, c'est que c'est quand tu as donné un mot, celui de l'orange ou la clémentine de l'orange, que ça a identifié. Pour rejoindre ce qu'on est en train de dire sur la connaissance, c'est-à-dire je crois que savoir le mot qui identifie la situation, l'animal, l'odeur, la sensation, la maladie. Il y a des fois qu'on ne se sent pas bien, ah ben vous avez ça. On se sent presque mieux quand on sait quand on connaît le mot exact. Et je crois que par rapport aussi au courant actuel, il faut faire attention. Bon, là, je vais faire ma vieille dame, j'y suis alors. Et tous les modes de communication actuellement où on raccourcit les mots, on les inverse. Attention, on est en train d'arrêter de penser là. De penser, d'identifier, de connaître, de reconnaître. Là, il y a un travail à faire aussi. Hein. Et pour les tout petits, ils n'attendent que ça, que d'apprendre des mots nouveaux. Ils vont en jouer avec. Ils vont s'amuser. Connaître les mots, les noms, et puis savoir voilà. Que voilà. Ça n'a rien de dangereux ni d'agressif. Nous, on a élevé des escargots, des fourmis, des phasmes en crèche. Voilà, il y a ceux qui en ont peur, il y a ceux qui veulent arracher les pattes, il y a ceux qui veulent... Mais banaliser, c'est ou permettre de maîtriser sa peur et d'ouvrir vers quelque chose. Et une fois que c'est banal, voilà, on y va et on sait comment se comporter vis-à-vis de ça. On est aussi en train de travailler. Excuse-moi. Ouais. Vas-y. Ouais, je ferai attention au terme de banalisation parce que je préférerais plutôt le terme de familiarisation. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe dans l'histoire de ce petit garçon avec sa maman et avec l'insecte, c'est que d'une certaine manière, il y avait une société qui est d'abord la société de la maman avec son enfant. Ensuite, cette société, elle essaie de s'ouvrir. Moi, j'essaie de rentrer dans cette société et j'y rentre avec un insecte. Et du coup, on crée une sorte de société élargie où il y a la maman, l'enfant, l'insecte et moi. Et tout ça fonctionne ensemble. Et en fait, on fait quoi? On fait famille. On se familiarise les uns aux autres. Et en fait, la question du rapport à la nature, c'est un peu pour ça que j'ai raconté cette histoire-là tout au début, qui était un peu glauque, vous m'excusez. C'est parce que ce que je voulais dire, c'est que d'une certaine manière, sous-jacent à ça, c'est que la nature, en tant que telle, ça n'existe pas. La première des natures, c'est d'abord
enfin, je veux dire, l'enfant dans le ventre de sa maman, la nature tout entière, c'est le ventre de sa maman. Et quand il naît, eh ben, c'est encore sa maman. Et ensuite, en fait, c'était beau ce que tu racontais, Bernadette. Moi, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que pourquoi la nature a un sens, c'est parce qu'on tient la main de sa maman ou de son frère ou de son ami. C'est qu'en fait, on fait société avec le monde. La nature en tant que telle, pour moi, c'est un concept abstrait. Et quand on en parle aux enfants, on a du mal à comprendre. Mais par contre, si on dit maman, d'accord, ben là, on comprend. Et d'une certaine manière, la Pachamama, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la grande maman. Et quand on sort du ventre de la maman, on rentre dans une autre chair, hein, une chair plus vaste encore que la chair de la maman, qui est le tout vivant, la chair du monde vivant. Et qui est effectivement ce qu'on peut appeler la nature, ou Gaïa, ou la Pachamama, ou la terre, comme on veut. Mais pour pouvoir explorer, il faut que l'enfant se sente en sécurité. Oui, Ah oui, oui. oui. Ah oui. Donc, Oui. nécessairement, cette familiarisation, elle est en crèche, c'est la base de la relation avec l'enfant, hein. Alors, on ne parle pas de famille en crèche parce que ça fait un peu trop, justement, on doit garder notre distance raisonnable de professionnels, mais on utilise le mot de familiarisation, mais plus souvent pour familiariser les parents à la crèche que l'enfant à la crèche. Oui, la confiance, pour moi, la plus belle chose qu'une maman puisse, et je dis une maman, mais c'est un peu générique, disons, des parents puissent transmettre à leur enfant, c'est la confiance en soi. C'est d'abord parce qu'on a confiance en l'enfant que l'enfant acquiert cette confiance et peut ensuite explorer le monde. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai que quand on a une culture, et j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur les mots, quand on a une culture abîmée, eh bien, ce que la maman transmet à son enfant, finalement, c'est une tristesse, c'est une impuissance. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le maternage appauvri. Tu seras peut-être plus forte que moi pour parler de ça, Bernadette. Hein. Mais pour moi, je crois que restaurer un rapport intelligent, enfin un rapport profond à la nature, ça passe par restaurer une culture intelligente. Parce qu'en fait, il y a une attaque de front sur à la fois la nature et sur la culture. Il faut restaurer le sens des mots. Je crois que Bernadette, ce que tu disais tout à l'heure, c'est fondamental. On attaque, en ce moment, on vit une désagrégation de la culture avec des mots qui n'ont plus de rapport avec la réalité, qui servent à mentir en permanence. Enfin, je pense là au langage politique, mais c'est pas anodin, c'est notre vie quotidienne. Hein. Et nous, on doit restaurer la vérité des mots, c'est-à-dire la vérité d'un contact réel avec la nature et avec le monde qui nous entoure. Tu parles des vérités alternatives. Comment ? Tu parles des vérités alternatives. Oui, effectivement. Oui. Je crois qu'il y a un moment tellement précieux dans la petite enfance, c'est quand les enfants posent des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre, avec lesquelles on partage le questionnement, avec lesquelles on partage la recherche. Et je crois que chercher, enfin, moi, il y a une chose que mes parents m'ont transmise, c'est la curiosité. La curiosité vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des objets, vis-à-vis des autres cultures, vis-à-vis de... Et quelquefois, c'est déroutant. Mais la vie, elle est à la fois dans l'équilibre et dans le déséquilibre. Il y a des moments où on se sent bien, et puis le lendemain, ça ne va pas, et puis sur le lendemain, ça va. Mais c'est ça, la vie. Et je crois que c'est le mouvement, bon, on en revient à ce qu'on disait, à l'ouverture à tous ceux qui sont là en train de nous écouter, qui vont prendre la parole tout à l'heure et qui vont partager avec nous des choses similaires ou d'autres choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est important, la sécurité dont tu viens de parler, Frédéric, pour les enfants. C'est parce que quand ils se sentent en confiance, en sécurité, dans quelque chose qui est cadré, j'emploie le terme, avec les fameuses limites, alors attention aux limites, hein, eh bien, il va avoir envie d'aller au-delà, il n'aura pas peur. C'est la chose la pire, c'est la peur. Attention, tu vas tomber. Attention, ne touche pas à ça. Attention, ça sent mauvais. Attention. Mais et si ce n'était pas vrai? Et s'il n'allait pas tomber? Et
ce que C'est tu c'est disais, notre Claire. peur qu'on Ah, envoie vers complètement, l'enfant. complètement, Et c'est comme ça qu'on complètement. peut le dire. C'est Ah pas, oui, ah oui. tu montes pas sur la table, tu vas tomber, mais Ah, tu me fais peur. Est-ce que tu veux bien descendre de la table? J'ai vu que tu savais le faire. Bravo. ah ben, il y a le Mais moi, parler ça me fait vrai peur. aussi. Moi, je crois beaucoup au parler vrai vis-à-vis des enfants. On Dire a, la réalité, on a même une si on ne la domine pas, la partager. Vous ne pouvez pas savoir les situations que j'ai vues se débloquer parce qu'à un moment donné, entre adultes aussi, hein, il y avait comme une sincérité pas brutale. Hein. Il y a le kairos aussi, hein, tomber au bon moment, au bon endroit, savoir le dire au bon moment. Hein. Mais je crois que ça, enfin, j'en parle dans mon petit bouquin sur la beauté, là. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est un enfant qui a besoin qu'on le parle vrai. Et la vérité de la vie est quand même pas si mal que ça aussi. Et puis si elle est difficile, eh ben elle est difficile parce que c'est comme ça. Puis voilà. Voilà. Moi, je voudrais... on a une question, je vous remonte une question du chat, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On a Juliette à Marseille qui nous demande mais comment concilier sécurité et exploration découverte, où placer le curseur? Ça, c'est toute l'histoire de la vie. Et Manon qui complète, donc c'est une question collective, et rester dans la dynamique de coéducation. Mais je Moi, crois qu'il n'y a pas deux situations éducatives semblables. Comment voulez-vous qu'on réponde? On n'a pas de recette. Il y a une chose que tous les pédagogues ont parlé, c'est regarder et écouter et voir. Il ne suffit pas de regarder, il y a des fois on ne voit rien. On écoute et puis on n'entend pas. Mais c'est cette fameuse observation dont on parlait, les gens qui parlent d'éducation. Et il y a aussi, je pense à Jean-Jacques Rousseau et son discernement et son bon sens. Et ce n'est qu'à partir d'expérience. Il y a des fois, on peut se tromper. Alors, on va faire attention la prochaine fois. Et manque de chance, c'est autre chose qui se passe. Alors, on va encore faire attention. Je crois que l'attention en deux mots ou l'attention en un mot, c'était tellement beau, un enfant qui fait attention. Alors, moi, je voudrais répondre à cette oui, question, si vas-y, c'est Vincent, possible. vas-y. Parce qu'en fait, la réponse de Bernadette, elle est très, très pertinente pour moi. Je ne fais pas ça pour faire des fleurs, hein, mais je crois que Mais c'est je juste prends, pour souligner ce que ça veut dire pour moi. C'est que la réponse que donne Bernadette, c'est vous qui êtes avec l'enfant qui savait la limite entre ce qui est suffisamment dangereux pour qu'il puisse expérimenter et suffisamment sécurisant pour pas qu'il soit en danger. C'est vous qui êtes responsable. Et moi, ce que j'essaie de transmettre quand je travaille avec des professionnels de la petite enfance ou avec des parents, c'est ce que j'appelle l'empowerment, c'est-à-dire le réempuissancement. Il faut que vous preniez le pouvoir. Ce n'est pas des règlements, ce n'est pas ce que nous, on va vous dire qui va vous donner des solutions. C'est en soi-même qu'on sait. Et on n'est pas ignorante. On n'est pas ignorante de ce qui se passe autour de nous, on le sait. Et il faut reprendre pouvoir et savoir être juge de ce qui se passe autour de soi. Et moi, je voudrais rebondir parce que cette question de la sécurité, elle est fondamentale, en fait. Parce qu'en fait, je crois qu'on est dans un vaste mouvement de civilisation où il y a une accélération du contrôle social, du contrôle à tous les niveaux. Et comment ça marche le contrôle? Ça marche d'abord dans nos têtes. Et dans nos têtes, ça marche par la peur. En fait, ce qu'on apprend à nos enfants, on apprend à nos enfants la lâcheté. On apprend à nos enfants à obéir parce qu'ils ont peur. Quand il y a un petit garçon ou une petite fille africaine, moi j'ai été étonné quand j'ai vu dans des lieux que j'avais montés, des parents, ils regardent leur petite fille ou leur petit garçon et ils disent « Ah, c'est un guerrier, c'est une guerrière ». Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est « Il est courageux, elle est courageuse ». C'est-à-dire que dans une société équilibrée, ce qui est la valeur fondamentale, ce qui va sauver l'enfant et l'adulte à venir, c'est le courage. Le courage, mon sang. Et nous, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est la lâcheté. C'est-à-dire avoir peur de tout. Et nous-mêmes, on a intégré cette lâcheté. Pourquoi? Parce qu'il faut se soumettre.
se soumettre aux gens qui nous gouvernent, aux institutions qui nous gouvernent, aux mécaniques qui nous gouvernent. Et la réponse des écoféministes, c'est basta. Basta, maintenant on reprend force, on a confiance, on sait qu'on est beau, on est belle, on sait juger de ce qui est bon, ce qui est bien, et on reprend force, on reprend courage. Et pour moi, le rapport à la nature, ça commence d'abord à l'intérieur de soi. Ça commence par justement, on reconnaît notre force de jugement, notre capacité à comprendre et à aimer le monde. Ça commence par là. Je vais essayer de répondre aussi parce que très concrètement en crèche, je pense à un exemple qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Des enfants dans le jardin jouaient avec des bâtons. Ouais, les bâtons, ça peut percer les yeux, ça peut faire un trou, ça peut une plaie, etc. Mais quel est le positionnement de l'adulte par rapport à ça? J'ai pas de réponse simple, c'est que l'adulte doit prendre la mesure de jusqu'où il accepte d'aller, lui, entre le plaisir de l'enfant, la découverte de l'enfant dans la manipulation de tout ça, et le risque qu'il ressent ou qui lui fait peur, et quelles limites il donne là. Après, par rapport à des règlements, à des protocoles, à des choses ultra sécuritaires qu'on nous propose pour surtout ne pas prendre de risques, moi je dirais parfois, quand on n'a pas le droit, il faut prendre le gauche. Il faut savoir passer outre la consigne parce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Il y a la découverte dont on parle depuis tout à l'heure pour l'enfant, il y a un intérêt pédagogique ou juste de plaisir, parlons de plaisir de manipuler, de découvrir, d'aller gratter la terre, d'aller faire des boulettes de terre et puis oui, ils les lancent les boulettes de terre, on va dégager un espace et ils ont le droit de les lancer, quoi. Enfin, allons-y, mais organisons les choses pour qu'il y ait moins de risques. Mais il ne faut pas tout supprimer, sinon on reste enfermé, quoi. On ne sort pas. Vas-y, Bernadette. Je vais vous raconter un exemple. J'étais au bord d'un étang et puis je vois une maman arriver avec une amie et puis un petit enfant de 3-4 ans. Et le petit enfant s'approche du bord de l'étang et puis il fait pipi dans l'eau. Vraiment la jouissance totale. Et la maman, et avant, j'ai remarqué qu'entre la maman et l'enfant, il y a eu un regard. Et je me suis dit, c'est un regard de confiance, elle lui fait confiance. Et j'étais avec quelqu'un à côté de moi qui me disait, elle est folle cette femme, elle est folle. Et je me disais, non, il y a quelque chose entre l'enfant et sa mère qui fait que c'est possible. C'est-à-dire que probablement avec peut-être une autre relation avec la mère, qui est aussi bonne, hein, je ne porte pas de jugement, quoique, bon, ça n'aurait pas été possible. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de situation. Enfin, bon, tu viens de le dire, Frédéric. Et l'enfant, il a regardé sa mère et il avait le regard de sa mère, l'attention de sa mère. Voilà. Il a su qu'il prenait un risque, voilà. Mais il a fait valider et je suppose que la maman ne l'a pas lâché des yeux, quoi. Et s'il glissait sur le bord de la... Ouais, mais s'il glissait, il y avait une réaction, il y avait une attention de l'adulte, des adultes alentours. Alors, il ne faut surtout pas mettre un enfant que l'on sent étant en danger, surtout pas. Par contre, quand on sent que c'est possible, voilà, qu'est-ce que vous voulez, on en revient à la sensibilité. À la sensibilité, oui. Voilà. Claire, vas-y. Et puis, non, mais je voulais juste revenir sur la question du risque et le fait qu'on a le sentiment de baisser le risque, mais on baisse une certaine catégorie de risques. Mais ayez conscience que les conditions de vie que nous avons créées pour les jeunes enfants et tout en pensant, en imaginant qu'on les met en sécurité, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on les met en sécurité pour une certaine partie, peut-être une sécurité mécanique,
le bâton qui crève l'œil, le caillou qui fait un trou dans la tête, et éventuellement microbiologie. Mais encore une fois, on se trompe. On ne sait pas à qui on fait la guerre, hein, parce que les micro-organismes, 99,9% des micro-organismes qui existent sur cette planète sont inoffensifs pour nous, et une très grande majorité des micro-organismes qui vivent dans nos écosystèmes sont vitaux pour nous. Donc, attention de ne pas se tromper d'ennemis. En revanche, on a créé, en créant ces cocons, ces sols souples à la place de cette terre, la terre qui salit, la terre qui fait des boules, la terre qui peut comporter des micro-organismes, on a créé des sols souples qui sont des poisons en puissance pour les enfants, mais aussi pour les professionnels. Idem avec tous les revêtements plastiques, idem avec les désinfectants. Tous les désinfectants. Donc, attention, on dit qu'on diminue le risque. Non, on fait apparaître une autre catégorie de risque. Le risque, c'est la vie. Et la mesure du risque, c'est un apprentissage qui dure toute la vie. Parce que moi, aujourd'hui, à 55 ans, j'ai des risques qui ne sont pas les mêmes que Bernadette, qui ne sont pas les mêmes que celles de mes enfants quand ils étaient en bas âge, etc. Et on a tous un apprentissage. Notre vie, et ça n'est pas une succession de risques, mais en tout cas, c'est une succession d'évaluations et de choix que nous faisons. Et je crois que la nature est quand même le vivant est quand même le cocon qui est fait pour nous. Et celui que nous avons, le cocon technique, le cocon avec des solutions pour essayer de réduire certaines connexions avec la nature. Par exemple, il y a un risque qu'on sous-estime, c'est le risque psychique du manque de nature. Qu'est-ce que nous allons devenir si nous sommes dans l'impossibilité de nous connecter au végétal et à l'animal, au reste des humains? Qu'allons-nous devenir? Je crois qu'on court un risque pour le bien-être de chaque individu, mais aussi pour l'ensemble de notre société, qui est énorme et qui est complètement sous-évalué aujourd'hui. Donc, j'ai entendu dire, Claire, que les médecins au Canada ont le droit de prescrire des bains de nature à leurs patients pour se sentir mieux, et ils ont droit à l'entrée dans les parcs nationaux de manière gratuite à l'année, je crois. Enfin, quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Et, oui, en Corée, excuse-moi, je t'ai coupé. En Corée, pour lutter contre le suicide massif, hein, il y a vraiment un suicide massif en Corée. Effectivement, ils permettent aux gens d'aller en forêt parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la meilleure manière de lutter contre le phénomène massif du suicide. Et ça me fait tellement de bien, Claire, d'entendre ce que tu dis, parce que c'est un problème de fond dans les crèches. Moi, j'ai envie de donner deux petits exemples pour appuyer ce que tu racontes. Quand j'ai voulu faire des ateliers, par exemple, on fait des ateliers, pas des ateliers, des performances gustatives avec les enfants. L'idée, c'est de jouer avec avec de la musique, avec de la poésie, etc., mais aussi avec des légumes, avec des fruits. Et puis, on a la poésie qui passe par la bouche, par les yeux, par le toucher, etc., quoi. Et quand j'ai voulu faire ça la première fois, il y a une crèche où on m'a demandé on a voulu m'interdire de le faire, en me disant qu'il fallait que je prenne des légumes issus de l'industrie chimique, ou alors que je trempe mes légumes dans de l'eau de javel avant. Des légumes bio, bien sûr. Donc, moi, évidemment, j'ai refusé, j'étais furax, hein, et je l'ai fait quand même. Bon, et les gens ont fini par comprendre que, bon, voilà, j'étais peut-être un peu rebelle, mais c'est passé. Et je voudrais raconter un autre truc, deux autres trucs. Moi. Quelque chose qui me choque, c'est qu'une maman ou un papa qui veut donner un gâteau d'anniversaire à son fils ou à sa fille n'a pas le droit de donner un gâteau qu'il a fait lui-même, mais un gâteau qui a été fait dans un supermarché, c'est-à-dire un gâteau avec des produits chimiques dedans. Et dernier truc, et je vais continuer, je vais m'arrêter là dans les exemples parce qu'il y en a des foules, dans les cuisines, parce qu'on travaille aussi avec les cuisiniers, dans les cuisines, moi je me souviens dans une cuisine, le cuisinier, on avait fait un rapport pour savoir s'il avait des bactéries sur ses mains. Il a été blâmé parce qu'il avait des bactéries sur ses mains. Et par contre, ça pose aucun problème que la planche à découper elle soit blanche avec des nanoparticules d'argent dedans. Or, les nanoparticules d'argent, quand on sait ce que ça fait à l'organisme, au cerveau, et ça se fout partout, eh ben, le vrai danger, comme le dit Claire, hein, le danger, c'est cette espèce de folie où on croit qu'on va tout contrôler.
Or, à un moment donné, il faut accepter que l'on fait partie d'un corps qui est beaucoup plus vaste que nous, qui est hyper complexe, qui est le corps de la nature, c'est-à-dire le corps de tous les écosystèmes réunis ensemble, et que si on fout le bordel dans ce corps-là, on se détruit soi-même. Parce que la nature, elle n'est pas seulement autour de nous, elle est dans nous. On a bien Nous-mêmes, commencé. Hein. si on n'a plus de bactéries dans notre corps, eh bien, de toute façon, on n'existe plus parce qu'on est des bactéries qui fonctionnent de manière symbiotique. Donc, à un moment donné, cette civilisation, il faut comprendre que cette civilisation qui est en train de s'affoler, qui est en train de s'accélérer dans sa folie, c'est une civilisation de la mort. Parce que le contrôle réel, c'est contrôler des machines, des corps-machines. Et nous sommes des êtres vivants. Et le combat qu'on a mené aujourd'hui, c'est le combat pour rester des êtres vivants et permettre aux enfants d'être des êtres vivants dans un monde vivant. Merci. Est-ce que je peux apporter un exemple personnel? Je ne sais pas qui parmi vous s'est appuyé le dos contre un arbre. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien. C'est peut-être complètement subjectif de ma part, mais ça n'a aucune importance. Mais j'ai l'impression que l'arbre a quelque chose de bienveillant. Et moi aussi, pourquoi pas. Et de frais. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais envie de terminer là-dessus. Mais j'ai l'impression que ce dont tu parles, Bernadette, moi, c'est un sujet que j'aimerais bien t'interroger, c'est la question de la beauté. Oui. Pour moi, la grande question qui se pose, et c'est la question d'une certaine manière à laquelle Lamarck et Darwin ont essayé de répondre, c'est comment comprendre que la nature fasse une telle complexité, une telle beauté, une telle intelligence. Comment ça marche? Et effectivement, moi, parce que moi, je suis sculpteur, hein, et quand je travaille par exemple, sur un visage, je trouve ça incroyable, mais pourquoi la moindre brindille, la moindre narine est parfaite? Je ne comprends pas. Moi, je fais que des. Je suis maladroit, je fais ce que je peux, mais la nature fait toujours des choses qui sont de l'ordre de la perfection. Et c'est nous, idiots d'humains, qui faisons de la laideur. Ou alors, quand on est vraiment humain dans une société équilibrée, à ce moment-là, on produit de la beauté. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les cultures naturelles, eh bien, elles ont produit de la beauté à profusion. Et notre civilisation produit de la laideur. Et c'est une vraie question. Pourquoi? Alors, j'ai envie de te poser la question, comment tu penses la beauté dans la nature, Bernadette? Alors, moi, je vais dire une chose. J'ai échangé avec des enfants par rapport à ce sujet-là. Et la beauté que les enfants ressentent, c'est celle qui vient du cœur. C'est celle qu'on appelle la beauté du geste. Alors que nous, les adultes, on a plutôt la notion de beauté esthétique, de beauté avec un équilibre, avec un déséquilibre, et pourquoi pas. Mais ce que j'ai entendu chez les enfants, c'est celle qu'on appelle la beauté du geste, c'est-à-dire la grâce d'un geste d'un enfant quand il joue, la grâce d'un geste d'un adulte quand il est penché sur un enfant, la grâce d'une réflexion. Dit Bernadette, je pense à, je voyais un corbillard sortir d'une église et ça m'a rappelé certains deuils. Et ma petite nièce m'a dit, sans savoir quoi que ce soit, t'es triste. Pourquoi t'es triste? Eh bien, moi, quand je vois ma copine Mona toute seule dans la cour de récréation, je vais la voir et je lui dis, tu as des doudous, toi? C'est ça la beauté des enfants. C'est ça la beauté, c'est celle que j'ai entendue. Alors que nous avons la beauté esthétique qui est complètement subjective et heureusement, parce qu'il y a toute la richesse de l'être humain, il y a toute la richesse à la fois du laid, du beau, et c'est vrai qu'on peut être dans un contexte qui nous paraît laid et pour le contrebalancer, on va rajouter de la légèreté, écoutez les enfants en train de jouer, vous ne pouvez pas savoir la beauté qui peut transparaître. Ce n'est pas systématique, mais ils touchent le cœur, les gamins. Et quand ils sont en confiance, hein, il n'y a rien acheté du tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Mais
un enfant qui parle à un chien pour le consoler parce qu'il pleure. Voilà, c'est ça. Je réponds peut-être à côté de ta question, mais c'est la réponse que j'ai. Voilà. Mais moi, non, tu réponds pas du tout à côté de ma question. Moi, je crois pas que la beauté, ce soit quelque chose de seulement subjectif, et je ne crois pas non plus que elle réponde à des canons de la beauté. Mais je pense que la beauté, c'est la qualité de la relation qu'on entretient avec le monde. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ce que j'entendais dans ce que tu disais, c'était la même chose. C'est-à-dire que, en fait, quand on arrive à trouver une relation qui est une relation, je dirais, harmonieuse, au sens musical, c'est-à-dire qu'on rentre en harmonie, en coïncidence avec les autres, et bien dans ce cas-là, on sent que l'on fait du bien au monde et que ça nous fait du bien à nous. Et que du coup, c'est bon à regarder, c'est comme ça qu'on dit en chinois, par exemple pour dire beau, on dit bon à regarder, ou ou bon à goûter, bon à sentir, hein, bon à entendre. Et en fait, la beauté, c'est d'abord une relation au monde. Et pour moi, c'est pour ça que je me méfie de cette idée, parce que je suis un artiste, comme quoi la beauté, ça serait que subjectif et que les goûts et les couleurs de chacun, ça n'a aucun sens. Non, la beauté, c'est beaucoup plus profond que ça. La beauté, on le sait quand c'est beau. C'est Arendt qui nous alerte sur ce truc-là. On n'a pas le droit de renoncer un instant à juger de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est beau. Et c'est ça aussi la question dans l'empowerment, c'est on doit continuer à rester juge de la beauté de notre relation au monde. Et si on renonce, et c'est pour ça que je t'ai repris sur le terme de banalité, parce que je suis très arendtien, et si on renonce, si on accepte la laideur comme quelque chose de banal, hein, eh bien, dans ce cas-là, on fait du mal au monde. Et je crois que nous, on doit toujours rester dans le désir de beauté, le désir de justice, le désir de joie, en fait. Si on considère l'enfant, et considérer à plus d'un titre, hein, le regarder, le considérer comme un être individuel et vivant, etc. Mais considérer ceci, se mettre à sa hauteur et à son niveau de regard, on va changer notre perspective et souvent voir beaucoup plus de choses et comprendre beaucoup plus de choses de notre relation à la nature et à ce qui nous entoure. Donc, considérons l'enfant dans tous ces sens-là. Mettons-nous à son niveau et physique et intellectuel pour essayer d'avancer et de comprendre autour de nous différemment. Affectif, oui, tout à fait. J'aime bien l'idée qu'effectivement la nature nous aide à nous reconnecter à notre nature humaine. Parce que moi, je suis un peu gênée quand on dit que les humains font du moche ou non, les humains dans une certaine situation et en particulier dans la société qu'on a construit là autour de nous, on est capable de faire du moche. Mais je crois vraiment que quand on s'autorise à se reconnecter à la nature, au reste du vivant, hein, sachant que nous sommes nature aussi, je crois qu'on se reconnecte à notre nature humaine profonde et moi, je crois à la beauté de cette nature humaine profonde. Et je vois le jeune enfant comme un maillon, en fait, qui nous aide à nous reconnecter à cette beauté et à cette nature globale. Vous savez, ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire, je crois au fait que nous sommes des animaux, ça, c'est pas une croyance, c'est un fait. Oui. Et je crois que ce jeune enfant nous aide à nous reconnecter à notre condition animale et à la nature humaine, à notre nature humaine dans sa plus belle expression, en fait. Donc, voilà. Oui, enfin, peut-être que je n'ai pas été explicite, mais moi, ce que je critique, c'est pas la nature humaine, c'est vraiment
une civilisation qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la beauté, dans toute l'histoire de l'humanité, à part dans cette civilisation qui produit autant de laideur, hein, on a produit de la beauté partout. Mais par contre, c'est Élisée Reclus qui dit ça, à partir du moment où une civilisation ne prend plus garde ou une culture à la beauté autour d'elle, à la beauté qu'elle est, eh bien elle s'effondre. Et je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que le moindre peuple d'Amazonie, de tous les pays du monde ont toujours produit, dans les villages ici, dans les campagnes, on a toujours produit des arts populaires, on a toujours produit de la beauté dans la forme d'une cuillère, hein, la forme d'une maison, dans la manière d'embrasser une vache. On a toujours produit de la beauté. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, moi, ce que je critique dans cette époque, c'est qu'on est en divorce avec soi-même. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'enfant, mais pour moi, l'enfant, il est d'abord en nous. Il faut pouvoir être entier, c'est-à-dire reconnaître que soi-même, on a toute une continuité de notre existence depuis le premier, avant même de naître, hein, et on doit s'accorder avec l'entièreté de ce qu'on est, et du petit enfant qui est joyeux ou qui souffre face au monde qui l'entoure. Hein. Et pour moi, se réconcilier avec la nature, c'est d'abord et en même temps se réconcilier avec soi-même. Oui, si on me traite d'infantile, je suis contente. Mais je voudrais juste revenir sur un petit point parce que je voulais intervenir tout à l'heure. Hein. C'est sur… Ah, ça a coupé? Non, ça marche. Oui, je voulais juste revenir sur un petit point, c'est sur la question de la peur, parce que pour moi, dans mon travail, c'est quelque chose qui est assez violent. C'est-à-dire que quand je vais travailler avec les enfants, je suis dans une relation imaginaire avec les enfants. Et en fait, ce que je constate, c'est que quand on travaille dans des crèches, on a souvent des gens qui ont peur de la peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur que les enfants aient peur. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la peur. La peur, c'est un sentiment qui est très sain. Il faut savoir à quel endroit on a peur et pourquoi on a peur et comment on dépasse sa peur. Et c'est fondamental. Et dans le rapport imaginaire à des enfants, par exemple, dans le rapport symbolique à la violence, les enfants, par exemple, ils adorent avoir des loups. Ils aiment bien avoir peur du loup. Parce qu'en fait, ils apprennent à contrôler leurs émotions, à les vivre. Et des fois, on a absolument besoin d'avoir un rapport de savoir vivre ses peurs. Et en empêchant les enfants… On n'a pas besoin, pardon, on n'a pas besoin du loup, hein, mais dans le poulailler, l'enfant de 2 ans qui avance en disant « a pas peur, a pas peur, a pas peur », bah oui. il combat sa peur. Bah oui. Exactement, il apprend le courage. Et nous, dans le travail d'artiste, on travaille aussi, il faut qu'on arrive à travailler justement, malgré cette espèce de culture de la lâcheté, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, il faut qu'on arrive à permettre aux enfants d'avoir des petites peurs, mais ce n'est pas des peurs pour les tétaniser, c'est des peurs suffisantes pour qu'ils puissent les dépasser. C'est trouver la juste mesure. Il ne s'agit pas de terroriser les enfants, mais si on n'a pas un petit peu d'appréhension dans ce qu'on fait, eh bien, on n'a pas la saveur de la vie. Tu en parlais tout à l'heure, Claire, hein, c'est très, très juste, c'est-à-dire que être vivant, c'est accepter qu'on va mourir. C'est bête, mais c'est clair, quoi. Ah, mais complètement. Et on l'a vu, on l'a vu dans la dernière crise sanitaire, quoi. Donc, bah oui. Et savoir que, bon, après, on souhaite que tout le monde soit en pleine forme. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, je voulais dire ça parce que, par exemple, moi, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de comment on produit des questions, un rapport d'émerveillement je sais pas, dans mon travail, puisque c'est vraiment mon boulot. Mais l'émerveillement, il passe aussi parce qu'il y a des seuils. il y a le seuil je dirais du quotidien, du banal, et puis tout d'un coup, tu parlais tout à l'heure de l'imaginaire, Bernadette, et je pense que c'est vraiment ça qui se passe. C'est à un moment donné, il faut qu'on ait l'immensité que représente intérieurement l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait à la fois du désir et de la peur. Et s'il n'y a pas ça,
s'il n'y a pas tout d'un coup, ça devient de plus en plus fort, ce désir et cette peur en même temps, avant de rentrer quelque part. Si on n'a pas ça, on reste dans la banalité du quotidien. Et pour arriver à rentrer dans un lieu sacré, et pour moi, le jardin est un lieu sacré, il faut arriver à mettre en scène ce seuil, c'est-à-dire l'endroit où on n'est pas encore rentré, on a peur de ce qui va se passer, mais on le désire, et on le rêve encore plus, et la peur et le désir montent, et tout d'un coup, on s'est dit, ouais, on y va, on se jette, on rentre dedans, et là, on passe un seuil, et tout d'un coup, ce qu'on voit, à ce moment-là, on peut voir pas seulement une réalité plate, mais on peut voir par-delà la réalité, on peut voir les rêves qui traversent la réalité. Et pour moi, l'émerveillement, c'est cette faculté d'arriver à percevoir, c'est-à-dire à percer la réalité en regardant au-delà de simplement ce qui est les choses, mais en regardant on parlait de la chair du monde tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est de beauté, tout ce qui est de questionnement, de complexité dans le monde. Voilà. Je pense que pour que les enfants ressentent cela, il faut aussi que les professionnels qui les entourent aient ce regard émerveillé et cette envie de découvrir quelqu'un qui va regarder un ver de terre d'un air dégoûté, il va générer chez l'enfant du dégoût. Il faut avoir le regard curieux, il faut savoir jouer avec les gendarmes, les cloportes, etc., du bout du doigt, et puis que l'enfant puisse aussi apprendre à toucher, à découvrir, à manipuler. Il faut aussi oser ça, quoi. Si l'adulte il est dégoûté, il va pas savoir générer chez l'enfant la curiosité nécessaire. Je pense qu'il faut montrer l'exemple, en fait. C'est Prévert qui dit « les oiseaux montrent l'exemple ». Mais les enfants aussi montrent l'exemple, et nous aussi, on doit montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est l'exemple de la sensibilité, l'exemple du rêve, l'exemple de l'audace. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Très bonne transition, Vincent, sur la deuxième partie de cet atelier. Je vous fais la petite remontée du chat parce que ça a pas mal discuté pendant vos échanges. Et ce soir, on est plutôt avec des personnes qui sont déjà assez sensibles et plutôt d'accord avec tout ce que vous avez abordé ce soir. Et quand on a lancé le sondage au début de cet atelier, on a plutôt 70% des présents ce soir qui veulent trouver de l'inspiration et aller au-delà de ce qu'ils font déjà. On a même plusieurs personnes qui nous ont cité, qui nous ont parlé du manque de nature, qui nous ont parlé de l'émerveillement qu'on ne doit pas intellectualiser, de François Cheng, 5 méditations sur la beauté. Ah oui. Voilà. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec vous quand vous parliez. Je ne voulais pas vous couper, mais aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rester, mais qui vous remerciaient et qui trouvaient ces échanges assez passionnants. Donc, je vous remercie à tous les quatre. Et on va passer maintenant à la seconde partie de cet atelier pour redonner un peu la parole à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Et on a une première question qu'on voulait vous poser et n'hésitez pas à répondre dans le chat. Après cette première partie, à quoi pensez-vous maintenant en premier quand on vous dit le mot nature ? Donc, tous les quatre, je vous incite aussi à répondre à cette question. Vous pouvez le faire à voix haute. On a respiré dans le chat. Quand je pense à nature, je pense ça rime, c'est nature-culture. Il faut arrêter de dissocier les deux. La culture humaine, elle fait partie de la nature et nous, on en fait partie aussi. Et on a un monde à l'intérieur de nous, notre microbiote qui vit et qui nous aide à vivre. Donc, arrêtons de cette dichotomie. Voilà. Merci de dire ça fait tellement du bien de l'entendre. Oui, oui. Dans le chat, on a instinct, on a vivre, on a la couleur verte, enfin du vert, plénitude, sérénité, bonheur. On a plénitude qui revient plusieurs fois, calme, sens, plaisir, calme, beauté, espace. Elisabeth, on avait dit un mot, elle nous en a dit 4. Liberté. Je vous laisse continuer. Peut-être Bernadette et Vincent, vous voulez ajouter votre mot, Claire? Moi, je respire de l'air pour mes poumons et pour mon corps, pour ma vie, et je respire aussi mentalement. Je vais au-delà, c'est l'espace.
avec tout ce qu'il y a de richesse dans les rencontres que je peux faire. Même quelqu'un qui se balade et que je vais rencontrer. Enfin bon, voilà. Moi, je voulais répondre. En fait, étymologiquement, nature, ça vient de nascere, naître. La nature, c'est ce qui est à l'état naissant. Et en fait, d'un point de vue biologique, je pense que Claire, tu ne peux pas me contredire, les corps vivants ne cessent pas de se régénérer en permanence. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas de renaître en permanence au monde. Et il y a, Arendt dit un truc qui est très très beau. Elle dit la liberté, elle est inhérente au fait de la naissance. À partir du moment où un enfant naît, la naissance d'un enfant, c'est un surgissement de la liberté. Et en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui a associé la nature à la liberté. Effectivement, pour moi, la nature, fondamentalement, c'est de la liberté. C'est-à-dire que le fait de naître, le fait d'être vivant, c'est fondamentalement quelque chose qui est lié à la liberté. Alors, moi vraiment, la nature me fait sentir vivante, en fait. Et à chaque fois que je vais dans la nature, et c'est pas très loin, que je me plonge les yeux dans le ciel, dans les nuages, sur du végétal, des rochers. Moi, je vis à proximité de la mer et des rochers. Donc, regarder des rochers, pour moi, ça me fait sentir vivante. Et donc, il y a une question énergétique que je laisse comme ça en suspens. Mais je me sens vivante dans la nature et je remercie sans cesse, je ne sais pas qui, mais je remercie en fait d'être vivante avec cette énergie-là. Et voilà. Merci à tous et toutes d'avoir joué le jeu. Et maintenant, on va passer à une petite partie un petit peu plus pédagogique. On va faire un truc que je laisse Claire animer. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, pour savoir ce que vous pensez de ces idées, alors, si on vous dit que 71% des mères jouaient dehors chaque jour quand elles étaient petites et que seulement 50% de leurs enfants aujourd'hui en font autant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, on va attendre quelques petites minutes. On a du vrai, faux, vrai. C'est assez mitigé. Et si c'est faux, vous diriez combien? On nous demande pour les pères. Bon, peut-être qu'on peut pas dévoiler la réponse. Et oui, en fait, c'est faux, mais c'est pas parce que les enfants, les mamans passaient plus ou moins de temps, c'est que c'est seulement les enfants passent seulement 26% de leur temps en fait au contact de la nature, à l'extérieur, donc 3 fois moins que leur maman en fait. Et ça c'est déroutant, je trouve. C'est un constat qui est alarmant, quoi. Voilà. Après, une autre question sur, on en a parlé tout à l'heure, le syndrome du manque de nature. Donc, il désigne l'ensemble des symptômes et signes cliniques qui peuvent être liés à certaines maladies ou certains écarts à la norme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, cette définition ? Alors, n'hésitez pas à réagir dans le chat. On a tout à l'heure quelqu'un qui a déjà, Laurent, qui nous a parlé tout à l'heure de Richard Louv. On a faux, vrai, faux. Il n'y a pas de grande majorité, c'est assez mitigé. En tout cas, moi, avant de travailler chez La Belle Vie, j'avais jamais entendu parler de ce syndrome. Et on va vous dévoiler la réponse. Il existe, c'est vrai. On appelle ça aussi l'extinction de l'expérience de nature. Oui, complètement. C'est en lien direct. Et
effectivement, sont des symptômes qui sont vraiment inquiétants, hein, et il y a des gens qui se trouvent en état de mal-être global très important. Voilà. Mais effectivement, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, en fait, il y a des remèdes qui existent et qui sont assez simples à mettre en œuvre finalement, en se reconnectant à la nature de mille et une façons. Et c'est aussi ce sur quoi on vous propose de réfléchir ensuite. Alors, effectivement, là, on voit quand le jeune, enfin, quand on est en manque de nature, voilà ce que ça peut générer, des dépressions, un mal-être global avec un excès de poids, une augmentation des maladies cardiaques et des accidents cardiaques en plus grande quantité, des troubles de la concentration, de l'attention. Et ça, on le voit vraiment chez les enfants et ça peut changer très vite quand on les remet au contact de la nature. Et on sait que l'hyperactivité peut être aussi en lien avec cette absence de contact avec la nature. Quand on passe pas assez de temps à l'extérieur et au soleil, une carence en vitamine D. Et puis, je voudrais qu'on parle de la myopie parce que la myopie est vraiment en lien avec le fait… Alors, c'est la nature et c'est l'extérieur et c'est la fréquence avec laquelle on regarde au loin. Nous ne sommes pas faits pour regarder des objets à 30 cm de nos yeux en permanence pendant toute la journée. Et pourtant, on est en train de faire un webinaire et on est tous dans cette situation. Mais promettons-nous de le faire le moins possible. En fait, on a besoin, nous sommes faits pour regarder au loin, dans la plaine, dans la steppe, à l'horizon, regarder les dangers qui arrivent, regarder les amis qui arrivent, et on est vraiment fait pour ça. Et il faut passer le maximum de temps à marcher, à se redresser, à marcher et laisser son regard se poser au loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a une augmentation du taux de myopie aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà. Alors, vrai ou faux, les adultes imposent aux enfants leur propre désintérêt de la nature. On en a un peu parlé. Oui, et on a donné pas mal d'indices quand même dans la première partie. On va voir si vous avez été attentifs et attentifs. Donc, on a pour le moment que des réponses vraies. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. On peut passer au… Le mot imposer est un peu fort, mais c'est comme les violences douces. Hein. On impose peut-être en douceur, mais on impose un peu quand même. Hein. Donc, il n'y a pas trop de suspense. La réponse est vraie. Tout va bien. Voilà, donc c'est vrai que bien que nous sachions que c'est bénéfique, et aujourd'hui on ne le sait pas encore assez, mais effectivement, même si on sait que c'est bénéfique, il y a pas mal d'adultes qui nous ne donnons pas assez l'occasion aux enfants de sortir, parfois sous des prétextes un peu de praticité, de fatigue. On se laisse enfermer dans une routine aussi qui, des fois, nous éloigne de l'extérieur. On le vit beaucoup à la crèche. Hein. C'est pas évident de sortir avec un groupe de 15-20 enfants. Ça demande beaucoup de travail. L'habillement, les bottes, les manteaux, les écharpes, les gants, les bonnets, etc. en hiver. Mais en fait, nous, on s'est aperçu avec l'expérience qu'on n'est pas obligé de sortir tout le monde. On peut sortir par petits groupes de 5. Bah, si les enfants ne sortent pas tous les jours, tant pis, mais au moins, il y a l'habitude d'eux. Et ne serait-ce qu'au sein de l'équipe, garder l'habitude de faire l'effort de les habiller et de sortir, et puis dans une organisation, ça se prépare. On y arrive très bien. Dans la crèche où je travaille depuis 15 ans maintenant, il y avait un très grand jardin et on a mis au moins, pour travailler sur le fond, au moins 3-4 ans à ce que ça devienne une routine, quelque chose de… Voilà, c'est évident, on sort par n'importe quel temps.
On n'est pas en sucre, on est normand. Et puis, j'ai retenu une phrase dans un petit film qui est très sympa, qui s'appelle « Si j'aurais su, je serais né en Suède », c'est qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des vêtements inadaptés. Donc, on demande aux parents de bien équiper les enfants et on peut sortir par tous les temps, en fait. Donc, allons-y le plus souvent possible. On a Laurent dans le chat qui nous dit qu'il nous écoute depuis Toronto. Donc, au Canada, ils sortent 2 fois, 1 heure par jour, sauf conditions extrêmes, moins 15 degrés, et tout le monde dehors avec l'habillement adéquat. Voilà, comme tu précisais, Frédéric. Bravo. Bon, alors pour poursuivre ces échanges, si vous pouvez nous dire dans le chat, selon vous, quels sont les bienfaits de la nature sur la santé et le bien-être des enfants? Alors, on a sieste en extérieur, donc j'imagine que c'est… oui, sieste en extérieur, je ne sais pas si c'est dans les bienfaits, mais sur le sommeil, peut-être que la nature a des bienfaits. N'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre à cette question. Donc, découverte de la biodiversité, bienfaits pour l'immunité. Il y en a tellement, oui. Là, ce n'est pas un mot. Vous pouvez dire tous les mots qui vous viennent à l'esprit parce que pour le coup, il y en a plusieurs. Les bruits de la nature sont apaisants. Pouvoir faire du bruit diminue le stress et l'énervement. Ouverture aux autres, être au contact du réel. Ils sont beaucoup plus calmes. Attention, confiance, vue, calme. Oui, si on prend l'inverse des conséquences du syndrome de manque de nature, on devrait trouver les bienfaits. Découverte, expérimentation, oui, affûter, respiration, exercice physique, développer ses sens, trouver sa place, découverte, liberté, créativité, plaisir. Je pense qu'on peut dévoiler les bienfaits de la nature un par un. Donc, vous l'avez dit, la nature calme, apaise, stimule agréablement, diminue le stress, permet aussi à l'enfant de découvrir le monde qui l'entoure et sa place dans ce monde. On a dans le chat aussi rajouté la motricité, endurance, joie. Ça, vous avez tout dit. On ne vous apprend rien ce soir, mais c'est merveilleux du coup. Donc du coup, voilà, elle préserve la santé des enfants et elle offre des expériences directes et concrètes par les sens. On sait par exemple qu'avec le contact avec les animaux, il y a moins d'allergies chez les enfants. Oui. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, si je peux partager mon expérience, j'ai beaucoup de copines qui, plus petites, avaient des chats chez elles, n'étaient pas allergiques. Depuis qu'on est grande, ne voient plus de chats. Enfin, en tout cas, elles ne sont plus chez elles avec ces animaux autour d'elles. Et quand elles les retrouvent maintenant en retournant chez leurs parents, ben, elles se mettent à avoir des réactions allergiques. Et, finalement, quand elles étaient au contact d'eux, il n'y avait aucun souci, quoi. On peut avoir un syndrome de nature décalé aussi, finalement. Alors du coup, on aimerait vous poser quelques questions pour mieux vous connaître parce que vous participez à cet atelier ce soir. En plus, on est ravis d'apprendre par le sondage que vous êtes plutôt sensible et que vous avez envie d'aller plus loin et trouver des inspirations. Et on se demandait d'abord si vous étiez ici en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que super tata ou tonton, animateur nature. Voilà, on aimerait connaître dans le chat sous quelle casquette vous êtes là ce soir, même si j'imagine que vous pouvez avoir plusieurs casquettes, être professionnel, parent, super tata et animateur nature. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Là, on a des professionnels, maman, formateur petite enfance, assistante maternelle, maman, projieux, infirmière en crèche, maman, auxiliaire et maman, future éco-facilitatrice. Pro et maman, coordinatrice de projets en éducation à la nature et à l'environnement. Maman, professionnelle, toutes les deux dans une écolo-crèche. Bravo. Merci beaucoup d'avoir répondu. On va peut-être passer du coup à la petite question d'après. Donc, on continue avec les petites questions entonnoirs. Sur une échelle de 1 à 5 aujourd'hui, vous vivez dans quel type d'environnement? Plutôt 1 en milieu urbain avec un accès limité à des espaces de nature. 2 en milieu urbain avec des accès à des espaces de nature, parcs, lacs. 3 en ville avec la possibilité de vous immerger en pleine nature en 10 minutes, assez rapidement. 4, depuis votre fenêtre, vous pouvez voir des vaches broutées ou autres types d'animaux. Et 5, vous vivez dans une forêt vierge, éloignée de la ville.
évidemment, ce sont des images. Je vous laisse le soin de trouver celle qui correspond le plus à votre situation. On a pas mal de 3. On a du 5. Géraldine vit dans une... Non, c'est pas Géraldine qui a mis 5, ça va trop vite. C'est Marilyn qui a mis 5. 3, 4, 5, 2, pas vraiment de 1. Je pense que c'est moi qui vais répondre 1. Si, on a eu 1, 2 bras. 4, 3, 3, 2. Enfin bon, si on va par là, moi j'habite rue de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris, mais si je descends en bas, j'ai la Seine. Est-ce que c'est un espace de nature? On peut débattre. 4, 3. Et j'entends les mouettes aussi. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, elles sont plusieurs à avoir élu domicile vers chez moi. C'est marrant quand des personnes viennent à Paris me voir et ne s'attendent pas à entendre les mouettes. Donc, on a du 2, 4, 3. Ok, super. Merci beaucoup à tous. Ça nous aide à mieux comprendre quel type de personnes nous écoutent ce soir. On a du coup une autre question qui nous titille depuis le début, mais vous allez nous répondre. C'est, selon vous, qu'est-ce qu'une expérience de nature? J'en parlais à l'instant avec ma Seine et mes mouettes, mais c'est plutôt un contact avec un élément de nature, un animal, la nature, les autres ou autres. Vous pouvez nous dire dans le chat pour vous qu'est-ce que représente une expérience de nature? Mélanie nous dit la nature. Deprat, alors j'imagine que ce n'est pas votre prénom, mais je veux pas vous... parle de rentrer en communication avec la vie, végétale, insecte, vent, animal. Géraldine, profiter de ses 5 sens dans la nature. On a plutôt la nature, le plein air. Manon nous dit un peu de tout. Valérie, un contact sensoriel avec un élément vivant, quel qu'il soit. Delphine, un peu tout. Marquant, je ne sais pas si c'est votre prénom, des manipulations avec des objets naturels dans un environnement mature. Un peu tout ça. Une émotion, une découverte par un élément, un moment en nature. Tout ce qui est proposé. Et avec un élément humain. Et Laurent nous dit le tout et plus encore. Alors la réponse, elle est assez évidente. Je laisse Claire vous parler des expériences de nature plus en détail. Oui, en fait, nous vivons des expériences de nature à partir du moment où on rentre en contact avec un organisme vivant, alors non humain, hein, mais on l'a dit tout à l'heure, nous sommes nature aussi, hein, donc reconsidérons-nous comme partie intégrante de la nature et comme des animaux, et qu'on vit ces rencontres avec une partie de nous, hein, notre âme, nos sens, nos émotions, notre corps. Et effectivement, on essaye d'en ressentir les effets. Hein, nous sommes de chair, d'émotions. Donc, ça génère des effets et c'est intéressant de les vivre pleinement. On a une question de Céline qui nous demande pourquoi en parlant de nature, on pense au vivant. Est-ce que ça exclut l'eau, la roche, par exemple? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'on parle du vivant. En fait, souvent, on parle du vivant pour éviter de cliver les animaux, les végétaux, l'humain. On s'exclut de tout ça. Donc, on parle du vivant, mais bon, l'eau, en plus, c'est évident, mais pour venir sur, j'imagine ce qui se cache derrière votre question, c'est toutes les matières. Hein. Alors, on peut imaginer qu'elles sont toutes vivantes, mais en tout cas, la roche, la terre, il y a des éléments vivants à l'intérieur de toute façon. Mais non, quand on parle d'expérience de nature, on parle vraiment aussi de tous les matériaux qui existent et qui sont naturels. L'eau, la terre, la pierre, et encore une fois, hein, ils ne sont pas inertes. Il y a de la vie dans tous ces éléments. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour répondre à cette question, c'est qu'en fait, et pour en revenir aux mots,
en fait, il y a deux origines à l'idée de nature, hein. Il y a l'origine romaine, qui est masquerée, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le vivant. Mais il y a l'origine grecque aussi, qui est la physis, c'est-à-dire c'est l'ensemble du monde. J'ai l'impression que nous, on est piégés dans des pensées qui sont un peu celles du XVIIe siècle, où il y a une opposition culture-nature que dénonçait Philippe tout à l'heure, hein. Mais effectivement, peut-être que quelque chose qui serait intéressant, c'est de comprendre qu'on est dans un tout. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la chair du monde. On fait partie d'un tout vivant et que c'est quelque chose qui passe par la peau, par la sensibilité, par le rêve. Merci pour ces compléments. Alors, on a un peu dans l'idée de créer, et en démarrant ce soir, de créer une communauté d'adultes qui ont vécu des expériences de nature. Et donc, on voulait savoir, avez-vous, vous, déjà vécu des expériences de nature avec des jeunes enfants? C'est vraiment l'idée qui nous occupe ce soir. Est-ce que qui d'entre vous a vécu des expériences de nature avec des jeunes enfants? Alors, on a non pas encore, oui. Plein, génial. Ce qu'on vous propose, c'est que on vous donne la parole. Alors, si vous êtes à l'aise à prendre la parole, on va enlever la présentation et on va revenir en grande salle tous ensemble. Et soit vous partagez via le chat, il n'y a pas de souci, ou alors vous pouvez prendre la parole aussi. Je vous partage les petites questions un peu qui peuvent vous aider à prendre la parole. Et on est vraiment tous et toutes curieuses de savoir qu'est-ce que vous faites comme expérience de nature, si vous êtes en ville, à la campagne, et si vous avez des idées à partager à tous ceux qui sont présents ce soir. Alors oui, avec mes enfants, potager par exemple. Construire une cabane pour hérissons avec une cagette recouverte de feuilles mortes. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Désactivez votre micro, c'est autorisé à partir de maintenant. On a Marilyn qui nous dit, exemple, trouver un élément de la nature qui ressemble à ce que je ressens. Cabane en bois avec mon fils. La cabane, ça marche bien. Et du coup, ceux qui ont des cabanes, est-ce que vous êtes plutôt dans un milieu naturel? Enfin voilà, vous habitez plutôt en milieu urbain, pas très loin de la base de nature. Pas les réponses en avant que vous partagez vos expériences maintenant. Faire des dessins et des trous dans la boue à la filleule. Ok, dans un bois pour faire la cabane. Ok, super. N'hésitez pas à mettre vos caméras, si vous le pouvez, à prendre la parole. Delphine qui nous dit... Oui. Ah oui, non, c'est une autre Delphine, pardon. On a Delphine dans le chat. Je ne sais pas si c'est la même Delphine à l'écran, mais dans le chat qui nous dit, on a le projet d'ouvrir une micro-crèche 1 jour par semaine en forêt. Nathalie, bivouac dans le jardin de la crèche avec des vieilles gamelles, du bois. Et je suis curieuse, du coup, le bivouac dans le jardin de la crèche, comment ça a été accueilli par les équipes et les familles? Mélanie nous dit, il faisait très chaud, j'avais sorti la petite piscine de la crèche, mais plutôt que de se baigner dedans, les enfants ont préféré remplir leur arrosoir et aller remplir des trous dans le jardin et se faire des bains de pieds debout. Ils ont adoré. Ah, ils devaient être tout sales alors après. On peut peut-être laisser la parole à la personne qui voulait parler. Oui, je le vois, elle lève la main. Oui, y aller. Merci. Un petit tips pour ceux qui ont des enfants qui commencent à être un peu grands et à râler quand on leur propose d'aller randonner, parce que ça finit toujours par super bien se passer, mais parfois ils ont plus envie de rester tranquille à la maison. Et du coup, les randonnées, je
je cache des petites choses. Parfois, je pars devant, je cache un collier, je cache, voilà, je fais un petit jeu de piste en même temps que la rando. Et du coup, bah, ça les motive et voilà, ça aide à passer le cap. Donc voilà, C'est pour des enfants de quel âge? 7 et 10. Ah oui, ok. Voilà. Oui, j'étais dans mon rôle de maman. J'étais pas dans la D'accord. petite enfance, pardon. Ok. Mais peut-être que ça peut s'adapter. Après, ils s'émerveillent plus facilement, les plus petits. On a moins à les motiver pour sortir. Oui, oui, j'étais en train d'essayer de retranscrire ça avec notre groupe d'âge, ouais. Mm. Ça va être difficile pour certains, mais ça pourrait, ouais, effectivement. Vous, Manon, aujourd'hui, vous faites quoi comme expérience de nature? Alors nous, on a le label Écolo Crèche et on a investi dans des combinaisons thermiques, ce qui nous permet de sortir les enfants, que ce soit en hiver comme en été. Et on a un jardin et là où la microcrèche est implantée, on a accès à un chemin, à des champs. Et 2 à 3 fois par semaine, on va se promener avec les enfants ou alors tous les jours, s'ils le souhaitent, ils peuvent aller dans le jardin. Et ça correspond bien aux parents parce que forcément, les protégeants avec les combinaisons, ben, le côté, on va dire, un petit peu restrictif pour les parents où les habits sont salis ou autres est éliminé. Et nous, les enfants, ça leur permet de découvrir la nature. Voilà, ils jouent dans la boue, ils jouent avec les cailloux, ils jouent dans la patouille, ils entendent les oiseaux, ils voient des écureuils. On a un voisin qui a des poules juste à côté, donc on va les voir aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment c'est primordial. Ça fait partie de nos priorités qui sortent. On a remarqué aussi, comme vous le disiez, ben, on a des enfants qui sont moins malades, forcément, ils sont mis à l'air plus souvent aussi. Et les bébés, par exemple, font des siestes beaucoup plus apaisées. Ils ont le sommeil plus serein quand ils dorment dans la poussette. Là, par exemple, en ce moment en hiver, plutôt que quand ils sont dans le dortoir, dans une pièce avec un air sec de chauffage, quoi. Merci beaucoup pour ce partage. De rien. Je vais remonter ce qui se passe un peu aussi dans le chat. On nous parle encore de potager cabane. On a la cueillette de champignons. On parlait des champignons au tout début avec les souvenirs d'enfance. Fruits sauvages, plantes médicinales, vannerie sauvage avec du lierre, par exemple, land art. Est-ce que ça parle à tout le monde, le land art? Claire, peut-être que tu peux parler du land art. Moi, j'ai rocher. Mais peut-être qui a parlé? C'est toi qui as parlé du land art ou c'était dans le chat? Non, c'est dans le chat, c'est Valérie de Nantes qui nous parle du land art. Je ne sais pas si Valérie peut prendre la parole. Je vois la connexion à l'audio. Oui. C'est Valérie, vous arrivez à en fait, le land art, c'est de l'art qui est fait avec des matières, de ce qu'on trouve en fait dans la nature. Alors, voilà, et on peut faire, et Vincent peut développer sur la partie artistique. Oui, en fait, bon, moi de mon côté, nous on a fait des jardins, mais quand on va en forêt aussi, il y a un jeu avec le végétal. J'ai presque envie de dire que quand on se construit une cabane, si on veut qu'elle soit jolie, c'est déjà du land art. Mais on peut faire aussi des choses toutes petites. Par exemple, avec de la mousse. Je me souviens, j'avais fait venir un ami paysagiste un jour avec nous dans les accueils en forêt. Et il avait construit avec les bébés enfin, un tout petit espace avec des mousses, avec des escargots, avec des limaces, et puis avec des petits morceaux de bois. C'était vraiment un endroit complètement merveilleux. C'est-à-dire que dans une pratique artistique avec les enfants, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à rêver et à goûter des rêves profondément, enfin, qui sont puissants, eh bien, par contagion, ça passe aux enfants. Par exemple, quand je demande à des artistes qui viennent travailler avec moi de faire une installation, je dis, mais faites-le, rêvez, jouez vraiment. Et à partir du moment où on joue vraiment, où on rêve vraiment, eh bien, on montre le chemin aux enfants de nos rêves. Et ça passe.
Et une notion qui, pour moi, est vraiment essentielle dans la transmission aux enfants, c'est la contagion. Et la pratique artistique, pour moi, c'est d'abord une pratique de contagion du goût de la beauté, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure avec Bernadette. Et je crois que Valérie, vous avez du mal à vous connecter. Malheureusement, ça Oui. mouline. Ah, si. Non, c'est parce qu'elle a dû arrêter. Dommage. Mais merci beaucoup. Est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginez? Vous m'entendez? Oui, oui. Avec un écho horrible. Oui. Oui, ça correspondait. C'est en fait pour le langage. Ah oui, c'est avec ce qu'on a sous la main. Ok, on a entendu la fin. Merci beaucoup, Valérie. Du coup, on avait plein d'autres partages dans le chat d'activités. Ce que je vous propose, c'est que Claire venait de vous en parler. On travaille vraiment en ce moment, enfin voilà, on aimerait lancer une communauté d'adultes qui mènent des expériences de nature avec des jeunes enfants. Et si ça vous intéresse de rester en contact avec nous ou d'y participer ou d'avoir des informations sur ce projet, on vous partage dans le chat un lien pour rester en contact avec nous. Il y a quelques petites questions juste pour qu'on puisse vous contacter après cet atelier. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. On vous l'enverra aussi par mail après la fin de cet atelier. Voilà, je vois les personnes, voilà, les 20h14, se déconnecter. N'hésitez pas à cliquer dès maintenant avant de partir. On a aussi pas mal de photos de Valérie qui nous a partagé des expériences en lien avec la Terre. J'essaye de retrouver toutes les expériences qu'il y a avant. Manipulation de petits objets de la nature, feuilles, marrons, petits bâtons. On a aussi, on parle d'une chasse au trésor, un peu comme Delphine nous partageait tout à l'heure. Chasse au trésor d'objets nature dans le jardin ou en forêt. Et Valérie, qui nous parlait aussi du land art, nous a partagé une expérience autour, une randonnée itinérante à vélo avec la tente sur le porte-bagages. C'est aussi une expérience de nature. Je peux dire un petit mot? Oui, oui. Bien sûr. Ouais, je voulais juste dire quelque chose qui me paraît important, c'est qu'en fait, ce qui se passe là, toutes les expériences que vous êtes en train de partager, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on sait que nous vivons une période de mutation écologique très profonde et avec des grandes inquiétudes sur l'avenir de nos enfants. Mais peut-être que ce qui est en train de se passer en ce moment et ce qu'on voit à la fois avec l'expérience, avec l'initiative de la belle vie, mais aussi avec toutes vos expériences qui foisonnent partout, c'est qu'en fait, on est en train de changer de culture. On était dans une culture qui était une culture mécaniste, on voyait le monde comme une mécanique, et là, on est en train de réinventer une nouvelle culture, qui est une culture que Gilles Clément appelle la culture de l'homme symbiotique. Moi, j'aurais envie de dire la femme symbiotique aussi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une mutation culturelle où l'écologie est en train de devenir une partie prenante fondamentale de nos cultures. Et ce que vous êtes en train de faire, vous, sur le terrain, en travaillant avec les enfants dans les crèches, vous êtes en train d'inventer une nouvelle culture. Et c'est fondamental, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à vivre demain. C'est si on n'arrive pas à inventer une culture de la symbiose avec la nature, on n'arrivera pas à survivre. Par contre, si on réinvente aujourd'hui une culture de la vie en intelligence avec les autres êtres vivants, eh bien peut-être qu'on pourra s'en sortir. Voilà, je voulais juste te dire ça. Merci beaucoup, Vincent. Et ça fait une bonne transition avec ce que évoque depuis tout à l'heure Pauline, c'est-à-dire la création de cette communauté, parce que pour créer cette culture et pour participer à ce changement de paradigme, on veut retrouver un paradigme, le paradigme du vivant et du naturel. Un des projets qu'on est en train d'élaborer, c'est un projet justement de partage d'expériences et qu'on soit tous en mesure de se partager les expériences de nature qu'on aura
qu'on a eu et qu'on aura avec des jeunes enfants. Et donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire partie de cette communauté, de venir vous nourrir, pour ceux qui ont envie d'avoir des idées, de venir vous nourrir des expériences de nature que les autres adultes pourront partager dans ce projet avec vous, mais aussi vous de venir donner et expliquer ce que vous avez pu mettre en place, créer, vivre avec des jeunes enfants concernant l'expérience de nature. Voilà, et donc c'est vraiment un projet collectif qu'on est en train de mettre en place. Il pourra donner lieu, alors on va créer des outils de partage, probablement digitaux, mais aussi des outils, des temps de rencontre pour se retrouver et partager sur ce sujet. Et puis, on espère mettre en place aussi un programme de recherche sur ces partages d'expériences de nature qui nous permettront de faire la preuve et pour nous permettre justement de pousser le monde vers ce changement de paradigme qu'on souhaite et donner les raisons, utiliser en collectif tous nos partages pour peser et faire en sorte que l'expérience de nature ne soit plus jamais une option et devienne la plus générale possible dans le monde de la petite enfance, que vous soyez professionnel, famille, que vous ayez des enfants ou que ce soit les enfants du voisin, de votre sœur, de votre frère. Nous sommes tous adultes responsables de l'expérience de nature que les jeunes enfants vont pouvoir vivre dorénavant. Donc, comme le dit Juliette, on a besoin de vous pour faire bouger les lignes. Et si vous pouvez, si vous êtes d'accord pour continuer de partager avec nous sur ces sujets, eh bien, répondez au questionnaire qui est en ligne. C'est ça, Pauline? C'est ça. Et je vois les réponses sont déjà, vous êtes déjà pas mal à avoir répondu en live. Et en petit cadeau, pour vous remercier de tous d'avoir suivi ces 2 heures de visio et ces échanges avec Frédéric, Vincent, Bernadette et Claire, on aimerait vous mettre à disposition un petit kit ressources qui a été constitué par les 4 experts que vous avez rencontrés ce soir. Donc voilà, je vous partage le lien et vous l'aurez aussi par mail après cet atelier, mais vous avez des livres, des sites à consulter, des lieux à visiter, des vidéos à regarder. On vous repartage aussi des infographies comme celle qui illustre le syndrome du manque de nature, voilà, des idées d'activités partagées par Frédéric, Claire et ses livres. Voilà, donc tout ça est accessible pour vous en cliquant sur le lien que je viens de vous partager à l'instant et on vous l'enverra aussi juste après cet atelier. Je voulais juste dire, moi aussi j'écris 2 bouquins et notamment Journal d'un jardinier et de l'enfance, je crois que tu as oublié de le mettre. Oh, bah alors. Ah bah flûte. Qui parle justement du thème du jardin avec les enfants. Ce qui est bien, c'est avec le digital, c'est que les choses peuvent être mises à jour, donc on va pouvoir l'ajouter dans le kit. Bah merci, ce serait gentil. On a des bravos dans le chat. Bah, bravo à vous tous et toutes d'avoir suivi cet atelier. Pour finir, on va finir pas juste comme ça en disant au revoir et en déconnectant. J'avais un peu envie de vous proposer une dernière petite expérience de nature en ligne. Ce soir, après ces 2 heures de visio et d'émerveillement à la nature, vous êtes plutôt dans quelle ambiance, dans quel mood? Vous vous sentez comment? Plutôt comme le chien tout en haut à gauche, plutôt en mode joyeux, comme le dauphin, suricate, pas toute seule, c'est ça. J'ai fait exprès de mettre les suricates pour le petit côté collectif. Je vous laisse échanger dans le chat et vous partager. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. C'était très riche. J'espère que vous avez avec plein d'inspiration. Dauphin, rouge-gorge, suricate, trop cool. La vache qui a mangé. Enfin non, moi j'ai pas encore mangé, mais du coup, merci le dauphin. C'est difficile de choisir. Je vous vois réfléchir.
Moi, je crois que je serais genre le koala. Je sais pas, je me sens confiant. Ah, moi, les suricates, ils me font vraiment rire, quoi. Hérisson. C'est ça, parce qu'en fait, on ne le voit pas en regardant rapidement, mais c'est un hérisson à droite sur le dos. Ouais. Il a l'air joyeux. Le petit oiseau, le colibri, mais il n'est pas en photo. Merci à vous pour vos participations, c'était chouette et ça fait chaud au cœur de vous voir nombreux et de savoir que vous êtes tous mobilisés sur ces sujets. Voilà, merci. Bernadette était fatiguée, donc elle a éteint sa caméra, mais voilà. Donc, À merci bientôt. à vous. Merci. Merci à Merci tous. à tout le monde. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt, Merci. au revoir, merci à tous.